À la lueur des torches, une foule vibrante a escorté du mémorial de la déportation jusqu'au Panthéon où elles reposeront désormais les cendres de Jean Moulin. Hommage suprême à celui qui avait reçu pour tâche d'unir les mouvements de la résistance intérieure et qui devait périr dans d'atroces souffrances le 8 juillet 1943. En juin 1940, dans le chaos de la défaite, Jean Moulin, préfet de l'Eure-et-Loire, assume avec courage son entière responsabilité. Bientôt révoqué, il parcourt la zone sud, d'où il gagne Londres, où le général de Gaulle l'investit d'une mission capitale, réaliser l'unité d'action de tous les éléments qui résistent à l'ennemi et à ses collaborateurs. Le 1er janvier 1942, l'ancien préfet est parachuté en Provence dans les Alpilles. Jean Moulin connaît bien la région et son premier refuge sera une petite bastide de Saint-Andiol où il passait jadis ses vacances. Désormais, il va se consacrer jour et nuit à sa tâche. Il multiplie les contacts, il explique, il discute, il rassemble jour après jour les éléments de ce qui deviendra sous son autorité le Conseil national de la résistance. Deux hommes l'ont bien connu à cette époque. Daniel Cordier, à droite, qui fut son secrétaire, et Jean-Pierre Lévy, fondateur et chef du mouvement de zone sud franc-tireur. Constamment, Max, ou Rex, c'est sous ce nom que nous le connaissions, passait son temps à se préoccuper de l'unité de la résistance, d'une part, et de la défense de la France libre face aux empiètements que tentaient de faire à l'encontre de celle-ci les services secrets anglais et américains, chose que d'ailleurs Daniel Cordier a dû voir connaître bien souvent. C'était d'ailleurs un sentiment très étrange de travailler avec quelqu'un qui était si intime, avec qui j'étais tellement intime et qui était resté un inconnu. Et je me suis souvent demandé quelle était l'origine de la blessure qu'il portait à la gorge, sans me rendre compte que déjà avant la résistance, il avait accompli un acte d'héroïsme en se tranchant la gorge comme préfet de Chartres au moment où les nazis essayaient de lui imposer des conditions déshonorantes. Peu à peu apparaissent les groupes de clandestins et réfractaires, embryons des futurs maquis. À quelques milieux, à quelque obédience qu'ils appartiennent, les combattants s'organisent. Jean Moulin suscite le commandement unique de l'armée secrète par le général Delestrin. Il amène les responsables à coordonner les mouvements des deux zones. Il persuadait, et il n'avait pas besoin de commander, car naturellement, on avait envie de le suivre et de... Je ne veux pas dire lui obéir, c'est un mot qu'il n'aurait pas aimé. Justement parce qu'il voulait convaincre. Il travaille ensuite à associer au mouvement les diverses tendances de la nation, les partis politiques, les syndicats. Et un jour, au 48 de la rue du Four à Paris, le CNR tient sa première séance. Son succès a été consacré le 27 mai 1943, quand enfin il est arrivé à réunir dans cette maison même où nous nous trouvons, c'est dans ce fauteuil qu'il se tenait, la première réunion du Conseil national de la résistance. La résistance grandit, mais la Gestapo grandit aussi. Les arrestations, les exécutions se multiplient. Le général Delestrin est arrêté. Pour la désignation de son remplaçant, Jean Moulin convoque les chefs de mouvement de zone sud. La Gestapo les arrête à Caluire avec leur hôte, le docteur Dugoujon. Le soir même, ils l'ont ramené vers la nuit tombante avec un pansement autour de la tête et il boitait. Le jeudi matin, il a été emmené à nouveau à l'interrogatoire. Ramené le jeudi soir très tard, il était porté, soutenu par deux gardiens de la prison. Il a été veillé toute la nuit, lui donné à boire, et ils l'ont ramené une fois de plus. Le vendredi matin, je ne l'ai jamais revu depuis. Moulin connaissait tout de la résistance, et pas un seul instant, nous n'avons eu peur, car nous étions certains qu'il mourrait comme il est mort sans rien dire. Écoute aujourd'hui, jeunesse de France, dit André Malraux, ce qui fut pour nous le chant du malheur.
Oses-tu penser à cet homme comme tu aurais approché tes mains de sa pauvre face informe du dernier jour, de ses lèvres qui n'avaient pas parlé? Ce jour-là, elle était le visage de la France. Coiffée d'une coupole insolite, une ferme de l'Orne surprend le voyageur qui la découvre. Cette coupole est l'observatoire personnel de Jean Bourges, jadis cultivateur, mais qui s'est voué à une passion dévorante, l'astronomie. Il a fondé l'Association française d'astronomie et une revue spécialisée, Le Ciel. Son amour des étoiles, qui date de toujours, il a voulu le communiquer à autrui. Il a mis au point un appareil pour mettre le système solaire à la portée de tous. Il s'est fait, pourrait-on dire, missionnaire de l'astronomie. Mais l'une de ses plus grandes joies, il vient de la trouver lorsque le soleil s'est couché sur Saint-Aubin et que la lune s'est levée dans la perspective d'une des plus belles éclipses totales qu'on ait enregistrées. Dès lors, il a pris possession de son observatoire, mis en batterie son télescope à miroir, préparé son appareil photographique, son appareil de cinéma. Ce matériel, presque équivalent à celui des professionnels, a été cependant entièrement construit de ses mains. Sa récompense, la voici, un accéléré de la Lune disparaissant dans l'ombre de la Terre. En ces jours de Noël, où les églises modernes joignent leur voix à celles des cathédrales du Moyen-Âge, on devait s'attendre à ce que la musique de notre temps orchestre les cantiques d'autrefois. C'est ainsi qu'à Oberhausen, dans la Ruhr, un orchestre de jazz a remplacé les grandes orgues. Mais pourtant, à notre époque vouée à l'électricité, la flamme vacillante des bougies de Noël fascine toujours les hommes. Et en cette fin d'année, une activité fébrile règne dans les fabriques artisanales de Mussidan, en Dordogne. Les bougies y ont pris tous les aspects, toutes les formes. Elles perpétueront dans tous les foyers une tradition bien vivante. C'est une tradition, un rite, presque une institution. À la veille des fêtes de fin d'année, la nouvelle revue de Pierre-Louis Guérin et René Fradet a provoqué dans la salle des Champs-Élysées, qui est presque aussi célèbre de par le monde que la Tour Eiffel, une concentration exceptionnelle de vedettes internationales. Quelle nuit! C'est le titre de la revue, un titre qui va comme un gant à ce luxueux spectacle.